préciser quelque chose par rapport à ça, parce qu'en gros, tu fais le distinguo entre ce qu'on appelle la cinématique reality, c'est-à-dire en gros la vidéo 360, donc de la réalité virtuelle non interactive, ou alors s'il y a une interactivité, c'est simplement la possibilité de bouger la tête à droite ou à gauche, et des applications réellement interactives qui se rapprochent du jeu vidéo ou qui sont sur des formats très hybrides. Il y a des nouveaux financements qui existent, en particulier, alors il y a toujours Arte qui vraiment commence à faire beaucoup de choses en matière de VR et de jeux vidéo aussi d'ailleurs, c'est-à-dire que ça devient un éditeur à part entière qui développe même en interne une activité de distribution numérique sur des applications interactives qui sont soit du jeu vidéo, soit de la réalité virtuelle, soit les deux d'ailleurs. Et puis on voit aussi du financement arriver du côté de Oculus, en fait, de Oculus Story, je crois que ça s'appelle le studio, voilà, qui a annoncé d'ailleurs récemment que, si je ne me trompe pas, ils allaient investir l'année prochaine 250 millions de dollars, moitié dans du jeu vidéo, moitié dans des expériences autres qui ne sont pas strictement du jeu vidéo. Et c'est vraiment une réalité, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de projets. En jeu vidéo, il y a Dark Days, par exemple, développé par Parallel Studio, qui a été cofinancé par Oculus. Le nouveau projet du studio Okio, qu'a fait iPhilip, pareil, devrait aussi être cofinancé par Arte et par Oculus. C'est des montants qui sont assez importants. On parle de budgets qui atteignent 500, 600, 800 000 euros même. Enfin, ça commence vraiment à devenir pas négligeable. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces stores spécialisés, Oculus, le Samsung Store aussi, HTC Vive, Steam VR, et évidemment Sony, mais je mets Sony un peu à part parce que j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus jeux vidéo. En tout cas, ils demandent des projets qui sont interactifs. C'est-à-dire que si vous arrivez avec une vidéo 360 ou de la cinématique seulement, il y a des vraies difficultés de distribution derrière. Enfin, vous vous retrouvez sur les plateformes mobiles, sur YouTube, ou des applications dédiées comme Arte 360, etc. Mais on retombe dans des logiques de diffusion et plus de distribution. Et je remarque que du coup, ça met vraiment en péril le modèle économique qu'on peut construire autour des projets. Donc c'est peut-être un argument supplémentaire pour dire qu'effectivement, la VR, même si vous venez plutôt de l'audiovisuel et du cinéma, ça vous conduit quand même vraiment vers des écritures plutôt jeux vidéo. Peut-être que c'est ça d'ailleurs sa vraie valeur ajoutée. J'en suis pas sûre. Moi, je pense qu'il y a des projets vraiment cinématiques qui, sans être interactifs, peuvent être vraiment très très intéressants. Mais voilà, il se trouve que ça devient quand même un peu compliqué, vous confirmez, ensuite en termes de distribution. Ce qui existe, en tout cas donc chez nous au CNC, pour vous, auteurs, il y a des aides à l'écriture. Donc sachez que sur des projets de réalité virtuelle qui sont plutôt d'obédience audiovisuelle, donc qui développent des narrations et qui sont plutôt sur des approches filmiques, que ce soit du CGI ou que ce soit de la prise de vue réelle, c'est le fonds Nouveaux Médias qui est clairement le plus adapté. Donc il y a une aide à l'écriture qui existe spécifiquement pour les auteurs, qui se cumule ensuite avec une aide au développement, puis une aide à la prod pour les sociétés de production. Souvent, on parle de l'interactivité comme automatiquement dans un jeu vidéo. Mais le truc, c'est que dans le jeu vidéo, il y a justement les jeux de chez Quantic. Au moment où c'est sorti, clairement, il y a eu une espèce de clash sur Internet, sur plein d'utilisateurs, plein de gens partout, etc. En mode, c'est pas du jeu vidéo, c'est pas du jeu... Voilà. Donc en fait, on a le même problème de l'autre côté. Et que je pense que parce que le jeu vidéo, pour les puristes, il y a quand même une norme qui est que sémantiquement, l'idée c'est que on fait quelque chose, on gagne ou on perd et on recommence et on peut s'améliorer. Après, ça, ça devient de plus en plus subjectif parce que justement, il y a les jeux de chez Quantic et les jeux de chez Dontnod qui commencent sérieusement à brouiller les pistes et c'est génial. Parce que du coup, on se rend compte que justement ces codes immuables qui ont fait tout machin, en fait, c'était juste bloquant en fait. Et qu'il y a moyen de créer une autre grammaire et de faire naître des trucs de dingue qui sont des jeux français qui coûtent pas très cher, qui sont extrêmement bien faits et qui gagnent des BAFTA quoi. À la base, le jeu vidéo est très lié à la technologie et aux ordinateurs et aux consoles. Ce qu'on pouvait faire était extrêmement limité, limitant. Et donc, pour donner un maximum de liberté aux joueurs, le jeu s'est cantonné à faire des points, progresser, recommencer, enfin gagner, perdre, recommencer, etc., etc., etc. La possibilité de l'écriture à la Quantic Dream ou à la Dontnod, elle est récente et elle est très liée au graphisme, elle est très liée au support, elle est très liée à la manière, à la qualité du support et à la quantité aussi d'informations qu'on pouvait diffuser.
Et je pense que tout ça va aussi beaucoup évoluer avec la réalité virtuelle. Aujourd'hui, on en a parlé tout au début rapidement sur justement qu'est-ce qui donne un peu la gerbe dans la réalité virtuelle. Le fait de ne pas voir ses mains, par exemple, c'est un vrai souci aujourd'hui, je trouve, dans la réalité virtuelle. Et pourtant, les 3/4 des casques ou 99% des casques qui sont vendus sont des casques pour les téléphones. Et donc, du coup, on ne voit pas ses mains. Il y a aussi quand vous bougez votre œil dans le casque, par exemple, il y a je crois que c'est celui que tu m'as envoyé là, enfin bon, je ne sais plus lequel. Ah oui, c'est iPhilip, où on se retrouve grosso modo dans un ordinateur qui la mémoire de Philippe Cadic qui se retrouve avec une histoire d'amour, sa dernière histoire d'amour, et on voit un corps allongé dans un hôpital avec tout un tas de sons qui vous donnent tout de suite l'ambiance hôpital, des bip bip, des machins et des trucs comme ça, et on voit le corps allongé avec les mains. Et quand vous tournez en fait l'œil, la caméra, je sais pas comment on peut dire, quand vous regardez sur le côté, vous voyez les infirmières, vous voyez la fenêtre sur le côté, et puis d'un seul coup, quand on regarde complètement le corps, on voit le corps, puis à un moment, l'endroit où on pourrait voir le bout de son nez ou son cou ou son menton, ben là on voit un trou, il n'y a rien, il n'y a pas de tête, le personnage n'a pas de tête, et c'est vrai que c'est très déstabilisant. Il y a un autre projet que je regardais où tout le monde tourne autour de lui, ben c'est toujours sur le même film. De toute manière, tous ces films que j'avais sélectionnés, là, on les mettra sur le site de la Graphe, comme ça vous pourrez les regarder. Il y a surtout les travaux que Julien et Jean-Luc ont fait. Julien a vraiment fait des superbes bandes annonces pour les jeux qui sont, on a vraiment l'impression d'être dans un film, et le jeu de Jean-Luc est vraiment super beau aussi, vachement bien foutu, et on est vraiment vraiment à la frontière entre le jeu et la narration. Tout ça pour vous dire que quand on est sur la chaise, et ben à partir d'un moment où on a envie d'être ce robot, on a envie de voir ses mains, on a envie de voir tout ce truc-là. Et quand on baisse la tête, par exemple, je suis à la place du robot, donc je regarde partout, il y a des gens, il y a une super belle nana qui arrive et tout, donc je peux regarder la marque de ses chaussures, les chaussettes du mec à côté qui sont pas bien remontées, etc. On voit plein de détails, c'est super intéressant, mais d'un seul coup, dès qu'on baisse la tête, on voit une chaise vide. Et là, d'un seul coup, paf, on sort complètement de la narration, alors qu'on commence à être à fond dans le truc. Donc il y a encore on voit juste la main à la fin avec une femme qui lui donne un appareil photo pour qu'ils se prennent en photo tous les deux. Ouais, voilà. Enfin ouais, je raconte la fin en plus, c'est nul. Excusez-moi. Donc il y a encore plein de choses comme ça qui fait que d'un seul coup on sort de cette espèce de narration. Le jeu vidéo pendant longtemps c'est limité à de la technologie, et puis à un moment donné la technologie a évolué et les créateurs de jeux vidéo dont je faisais partie ont commencé à rêver justement au cinéma, et en se disant ce serait bien de pouvoir avoir une écriture un peu comme au cinéma, avoir une narration comme au cinéma, emmener le joueur quelque part plutôt que de le laisser sur un écran avec des trucs qui bougent et je tire dessus. Et d'un autre côté, aujourd'hui, le cinéma découvre la VR, et peut-être que justement, la réalité virtuelle, c'est un petit peu ce tronc commun qu'on va peut-être arriver à trouver entre le jeu vidéo, cette interactivité, ce besoin, à un moment donné, d'aller vers plus de narration, plus d'histoire, plus de découverte. Donc nous, on a amené tout ce qui était, je dis nous parce que je suis plus jeu vidéo, on a amené tout ce qui était justement cette interactivité et cette grammaire qui s'est écrite pendant des dizaines d'années. Et peut-être que le cinéma, justement, avec la réalité virtuelle, va pouvoir bénéficier de cette grammaire et que ces deux mondes vont pouvoir fusionner. Ce serait peut-être bien. Moi, je suis pas complètement d'accord avec ça en fait, parce que pour moi, il y a un grand pan, c'est-à-dire que dans le jeu vidéo, c'est créer le film interactif en fait, pour ce qu'a fait justement Dontnod et Quantic Dream, mais je pense qu'il l'assume pleinement, et c'est ça, moi justement, que j'ai apprécié notamment dans le discours même de David Cage à l'époque. Et dans les années 90, les jeux qui étaient filmés en live, genre Gabriel Knight, c'est celui-là, ouais, qui étaient des sortes de point and click, mais qui étaient avec des acteurs. Plus que les contraintes de l'interactivité, enfin du film interactif, ce n'est plus de faire un jeu. Donc c'est de rompre avec la liberté du joueur pour driver
une narration, et du coup c'est quelque chose d'assumé. C'est pour ça que ça fait beaucoup parler sur les forums de jeux vidéo, parce que oui, on perd beaucoup. À la rigueur, si on veut regarder du côté du jeu vidéo narratif fort, moi je trouve qu'il faut regarder du côté de Rockstar, avec ce qu'ils ont fait notamment avec Red Dead Redemption et GTA V. Alors c'est des masses productions, c'est les plus grosses productions du jeu vidéo, hein. On entend c'est 70 millions de budget sur ces projets-là. Et en plus c'est comme une boîte qui a énormément d'expertise sur le sujet, et là on est vraiment à l'entre-deux, entre du jeu vidéo pur et de la narration qui vient s'inscrire dedans et qui ne dérange pas l'aspect interactif. Maintenant, pour revenir à notre sujet de la VR, pour moi il y a un gros morceau qu'on n'a pas abordé tout à l'heure et qui est très subtil, qui est très simple, c'est l'interaction. Il y a deux manières d'interagir en VR. Il y a l'interaction active et l'interaction inconsciente en fait. Et je pense que c'est ce gros morceau là qui va être intéressant dans la VR, c'est l'interaction inconsciente de j'ai un propos qui se passe devant moi, il ne m'intéresse pas, je regarde à côté et je vois un autre élément en fait qui ouvre un autre pan du scénario. Et du coup je m'intéresse à ce pan du scénario. Je vois que là il y a par exemple un braquage qui est en train de se faire et je vois un mec filer sur le côté. Et moi je suis intéressé par cette personne là. Du coup j'ouvre une branche du scénario qui n'est pas celle du scénario principal, sur lequel je vais pouvoir aller peut-être suivre cette personne un petit peu, aller récupérer de l'information pour peut-être après quand même revenir dans mon chemin principal, puisque le but quand même d'une histoire c'est d'avoir quand même une ligne directrice. Et c'est ce que fait justement assez bien les projets de Dontnod et Quantic Dream, c'est qu'on a une ligne directrice très, très marquée et on a des petites ouvertures à droite à gauche qui rouvrent à l'interactivité, qui rapprochent aux jeux vidéo, mais qui finalement ramènent toujours à ce... Dans un GTA, c'est ce qui se passe exactement. Ah non, pour moi dans un GTA, l'action est au sein de la narration en fait. Il y a une action, mais tu peux t'en détourner pour faire autre chose. Ouais, mais en fait si tu veux, par exemple quand tu es dans une voiture, tu es en train de faire tu vas faire un casse, le mec il est en train de te parler. Si tu décides de mettre la voiture dans le mur et de buter le mec, tu butes le mec, c'est comme ça. Et du coup, ça te fait mission échouée, tu recommences. Parce que là, on est dans des codes de jeux vidéo. On n'a pas du tout ça. Moi, par exemple, j'ai été... On n'est pas obligé d'être en mode mission dans GTA, mais Moi, j'ai eu En une fait, c'est assez binaire. C'est GTA est vraiment divisé en deux parties. Il y a un bac à sable qui s'adapte à votre comportement et il y a une histoire linéaire qu'on peut effectivement planter ou non pour aller faire d'autres trucs. Et je parle de jeu que juste de la partie du jeu, je parle même pas de multiplayer. Et ce qui est dingue dans le jeu, c'est un jeu à quelques centaines de millions de dollars, qui est incomparable avec rien. On ne peut pas le comparer. C'est vraiment... Mais ce qui est dingue, c'est que par exemple, bon, je vais grossir un peu le trait, hein, mais par exemple dans le jeu, quand vous jouez 3 personnages, il y a un des persos qui est un mafieux façon Tony Soprano. Derrière chez lui, il y a un terrain de tennis. Si vous allez jouer au jeu de tennis, c'est peut-être un des meilleurs jeux de tennis qui a été réglé ces 10 dernières années. Il y a un mec, il y a une équipe, une petite équipe qui a développé ce jeu de tennis au sein de GTA. Est-ce que vous pensez sérieusement que les gens achètent GTA 5 pour jouer à un jeu de tennis ? Bah ouais, il y en a. Parce que ça se trouve, vous êtes fan de tennis et quand vous avez trouvé ce truc, je peux le faire, mais je vais le faire. Et en fait, c'est ça qui rend GTA 5 aussi universel et aussi dingue. C'est que quand on n'y a pas joué, on se dit ok, c'est un film de mafieux avec des gangsters, les mecs qui se font buter, c'est super violent, on peut buter des gamins, on peut buter des types comme ça. Sauf que. Mais quand on regarde statistiquement les utilisateurs, parce que maintenant on peut fabriquer du big data avec tout ça, on se rend compte tout simplement de comment les gens jouent et on se rend compte que tout simplement ils vivent dans un monde virtuel. Et ils interagissent, c'est qu'il y a la partie de narration, mais s'ils sont aussi addicts à ce jeu, c'est parce qu'ils trouvent que ça leur ressemble quelque part dans leur passion, etc.